Le hall de l'aéroport Charles de Gaulle résonne de l'écho de mes talons sur le marbre froid. Il est 23h30 et mon vol pour Londres a été annulé. Encore. La fatigue pèse sur mes épaules comme une chape de plomb. Mes cheveux châtains s'échappent de mon chignon strict et mon tailleur noir commence à me serrer désagréablement à la taille. Je m'appelle Élise, j'ai 34 ans, et ma vie ressemble à un tableau parfaitement ordonné. Mariée depuis 8 ans à Thomas, un avocat prospère, nous vivons dans une maison bourgeoise de Neuilly-sur-Seine. Nos week-ends se ressemblent tous. Déjeuner chez ses parents, dîner entre couples d'amis, conversations polies sur nos carrières respectives. Je dirige une agence de communication digitale. Lui gère des dossiers de fusion-acquisition. Nous sommes ce que la société appelle un couple qui réussit. Mais ce soir, dans cette zone de transit impersonnelle, je me sens plus seule que jamais. Les néons blancs de l'aéroport créent une atmosphère irréelle, presque fantomatique. Les boutiques duty-free étalent leurs parfums de luxe derrière des vitrines éclairées, mais l'endroit semble figé dans le temps. Quelques voyageurs éparpillés sommeillent sur les sièges en plastique, leurs valises serrées contre eux comme des boucliers. Je me dirige vers le bar de la zone d'embarquement, mais pas résonnant dans le silence. L'hôtesse ne sourit mécaniquement en m'indiquant un tabouret au comptoir. Un verre de vin rouge, quelque chose de fort pour endormir cette sensation d'étouffement qui m'accompagne depuis des mois. Vol annulé aussi ? La voix grave me fait sursauter. Je tourne la tête et découvre un homme d'une quarantaine d'années, brun aux tempes grisonnantes, assis 2 tabourets plus loin. Ses yeux sont d'un bleu intense, presque magnétique, et son sourire légèrement en coin suggère une assurance naturelle qui contraste avec ma propre vulnérabilité du moment. Londres, 23h15. Je réponds en portant le verre à mes lèvres. Milan pour moi, même heure. Il fait glisser son verre de whisky sur le comptoir pour se rapprocher. Je suppose qu'on va passer la nuit ici. Son parfum m'arrive par vagues subtiles, quelque chose de boisé, de masculin, qui me rappelle les forêts de mon enfance après la pluie. Ses mains sont soignées, sans alliance, un détail que je note malgré moi. « Élise » dis-je en tendant ma main. Marc. Sa poignée de main est ferme, chaude. « Vous voyagez pour le travail ?»« Toujours. » Un rire amer m'échappe. « Et vous ?»« Aussi. Consultant en restructuration d'entreprise. » Il sirote son whisky et je remarque la façon dont ses lèvres se posent sur le verre. Ma joue a presque contracté quand je l'ai vu s'installer. Mais ce soir, j'avoue que ce contretemps ne me déplaît pas. Quelque chose dans sa voix, une inflexion particulière, fait accélérer mon rythme cardiaque. Depuis quand n'ai-je pas ressenti cette électricité en présence d'un homme ? Depuis quand Thomas ne provoque-t-il plus en moi que de l'indifférence polie ? Pourquoi ? La question m'échappe avant que je puisse la retenir. Il me regarde intensément, comme s'il pouvait lire à travers mes défenses soigneusement construites. « Quelqu'un comme vous », je murmure. Quelqu'un qui a l'air de porter le poids du monde sur ses épaules, mais qui garde cette élégance naturelle malgré la fatigue. Il marque une pause. Quelqu'un qui semble chercher autre chose que ce qu'elle a trouvé jusqu'à présent. Mes mots me perpersent. Comment peut-il lire en moi si facilement, lui qui me connaît depuis 10 minutes ? Mon cœur bat si fort que j'ai peur qu'il l'entende. Vous vous trompez, je mens, mais ma voix tremble légèrement. Vraiment ? Il sourit, et ce sourire transforme complètement son visage. Alors pourquoi êtes-vous ici, seul, à boire du vin rouge à minuit dans un aéroport au lieu d'être chez vous ? La question fait mal parce qu'elle touche juste. Pourquoi ai-je accepté ce déplacement à Londres pour une réunion qui aurait pu se faire en visioconférence ? Pourquoi ai-je ressenti un soulagement secret quand Thomas m'a dit qu'il profiterait de mon absence pour faire du golf avec ses associés ? Les affaires, je répète, mais le mot sonne cru. Moi aussi, je me mens parfois. On se raconte qu'on voyage pour le travail, pour la réussite, pour l'argent, mais au fond, on fuit quelque chose. Le barman nous resserre sans qu'on lui demande. L'alcool commence à délier ma langue et à estomper mes défenses habituelles. « Qu'est-ce que vous fuyez ?» je demande. L'ennui, la routine, la pression de vivre une vie qui ne m'appartient pas vraiment. Il me fixe intensément. « Et vous ?» La réponse monte à mes lèvres avant que je puisse la censurer. L'impression d'être devenue invisible. Le silence qui suit n'est pas gênant. Au contraire, il semble chargé d'une compréhension mutuelle, d'une reconnaissance tacite de nos solitudes parallèles. « Vous n'êtes pas invisible, » dit-il doucement. « Pas pour moi. » Mon téléphone vibre sur le comptoir. Un message de Thomas. « Bonne nuit, chérie. J'espère que ton vol s'est bien passé. Je serai au golf demain matin. On se voit dimanche soir. » Même pas une question sur mon arrivée, mon hôtel, mon bien-être. Juste une information pratique, froide, conjugale.
Marc remarque mon changement d'expression. Mauvaise nouvelle ? Non, rien d'important. Je range mon téléphone et vide mon verre d'un trait. Un autre ? Propose-t-il ? Je devrais dire non. Je devrais m'installer dans un coin tranquille, appeler l'hôtel pour confirmer ma réservation, agir en femme mariée responsable. Mais quelque chose dans le regard de cet homme me donne envie de transgresser mes propres règles. Pourquoi pas ? Nous parlons pendant des heures, de tout et de rien, de nos voyages, nos rêves d'adolescents, nos déceptions d'adultes. Il a vécu à New York. Moi, j'avais toujours rêvé de m'installer à Londres. Il peint dans ses moments libres. Moi, j'écrivais de la poésie avant que la vie m'en dissuade. À 2 heures du matin, l'aéroport nous semble appartenir. Les voyageurs se sont dispersés dans les hôtels de transit, ne laissant que quelques âmes errantes comme nous. « Vous savez quoi ?» dit-il soudain. « J'ai une bouteille de champagne dans ma suite, à l'hôtel du terminal, Dom Pérignon 2008. Je la gardais pour fêter la signature d'un contrat, mais finalement... » Et laisse sa phrase en suspens, ses yeux plongés dans les miens. Finalement, je souffle. Finalement, je préférais la partager avec quelqu'un qui comprend ce que c'est de se sentir prisonnier de sa propre vie. Mon cœur s'emballe. Je sais exactement ce qu'il me propose, et je sais exactement ce que cela signifie. Une ligne rouge que je n'ai jamais franchie en 8 ans de mariage. Marc, je ne vous demande rien, Élise. Sa voix est douce mais ferme. Juste de passer ces quelques heures avec moi, de faire semblant, le temps d'une nuit, que nous sommes libres. Mes mains tremblent légèrement. L'alliance à mon doigt semble peser 1 tonne, et j'ai envie de cacher ma main sous le comptoir. Je ne suis pas de ce genre de femme. Moi non plus, je ne suis pas de ce genre d'homme. Mais ce soir, nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous sommes 2 étrangers perdus dans un aéroport, et demain matin, nous repartirons chacun vers notre vie. La tentation est si forte qu'elle me fait mal. Quand ai-je ressenti la dernière fois cette attraction magnétique, ce désir qui consume tout sur son passage ? Une nuit, murmure-t-il. Juste une nuit où nous existons vraiment. Je ferme les yeux. Dans l'obscurité de mes paupières closées, je vois défiler ma vie, les dîners silencieux avec Touma, les conversations superficielles, les caresses mécaniques, l'impression de mourir à petit feu dans un confort douillet. Quand j'ouvre les yeux, Marc me tend sa main. Qu'est-ce que vous en dites ? Ma réponse sort avant que ma raison puisse la retenir. D'accord. Il sourit, et dans ce sourire je lis une promesse de réveil, d'existence, de vie véritable. Nous nous levons et nous le suivons vers les ascenseurs de l'hôtel. À chaque page, mon cœur bat plus fort. À chaque étage que nous montons, je m'éloigne davantage de la femme que j'étais ce matin. Dans le couloir silencieux, devant la porte de sa suite, Marc se retourne vers moi une dernière fois. « Vous êtes sûr ?» Pour toute réponse, je pose ma main sur sa joue. Sa peau est chaude, rugueuse sous mes 2. Il ferme les yeux et s'appuie contre la paume comme s'il avait soif de cette tendresse autant que moi. Oui, je souffle. Je suis sûre. Il ouvre la porte et nous entrons ensemble dans sa chambre, dans cette nuit qui va changer ma vie pour toujours. Ce que je ne sais pas encore, c'est à quel point je suis loin d'imaginer le succès. Sa gestesse de voix apparaît comme une délivrance. La porte se referme derrière nous avec un déclic qui résonne comme un point de non-retour. La suite est spacieuse, élégante, baignée dans la lumière tamisée des lampes de chevet. À travers la baie vitrée, les pistes d'atterrissage s'étendent à l'infini, ponctuées de lumières clignotantes qui rappellent des étoiles déchues. Marc retire sa veste et desserre sa cravate. Ces gestes simples, intimes, me font réaliser l'ampleur de ce que je suis en train de faire. Mon cœur bat si fort que j'ai peur qu'il entende dans le silence feutré de la chambre. « Le champagne ?» propose-t-il, et sa voix semble différente ici, plus grave, plus caressante. « Oui », je murmure, incapable de former des phrases complètes. Il sort la bouteille du minibar, fait sauter le bouchon avec expertise. Le pop cristallin me fait sursauter, et je ris nerveusement. Mes mains tremblent quand il me tend une coupe, et nos doigts se frôlent. Ce contact anodin déclenche une décharge électrique qui remonte le long de mon bras. « À quoi buvons-nous » demande-t-il. « À l'imprévu. » Je réponds spontanément. « À l'imprévu » répète-t-il en faisant teinter nos coupes. Le champagne pétille sur ma langue, léger et enivrant. Marc s'approche de la fenêtre, contemple le balai nocturne des avions qui décollent vers des destinations inconnues. « Vous regrettez déjà » demande-t-il sans se retourner. « Je ne sais pas. Ma sincérité me surprend moi-même. »
Je n'ai jamais fait ça. Quoi, boire du champagne dans un aéroport? Vous savez très bien ce que je veux dire. Il se retourne, me fixe intensément. Dans ses yeux, je lis de la compréhension, pas de jugement. Moi non plus, avoue-t-il. Enfin, pas comme ça, pas avec quelqu'un comme vous. Quelqu'un comme moi? Quelqu'un qui me donne envie d'être meilleur que ce que je suis. Ces mots me bouleversent. Thomas ne m'a jamais parlé ainsi. Nos échanges se limitent aux aspects pratiques de nos vies bien rangées, les factures, les dîners avec ses clients, les vacances programmées dans des endroits prévisibles. Marc s'approche de moi, pose sa main sur ma joue. Sa paume est chaude, légèrement rugueuse. Je ferme les yeux et m'appuie contre sa caresse, affamée de cette tendresse que j'ai oubliée. « Élise », murmure-t-il, et mon prénom dans sa bouche sonne comme une caresse. J'ouvre les yeux, son visage n'est qu'à quelques centimètres du mien. Je peux voir les petites rides au coin de ses yeux, sentir son souffle sur mes lèvres. L'attraction entre nous est si intense qu'elle en devient douloureuse. « Nous ne devons pas », je chuchote, mais ma voix ne manque de conviction. Je sais. Il ne bouge pas, ne s'éloigne pas. Mais nous en avons envie. C'est moi qui franchis les derniers centimètres. Mes lèvres touchent les siennes, d'abord timidement, puis avec une urgence qui me surprend. Il a goût de whisky et de possibilités infinies. Ses bras m'entourent, me pressent contre lui, et je me sens vivante pour la première fois depuis des années. Le baiser s'approfondit. Ses mains caressent mes cheveux, défont mon chignon strict. Mes cheveux tombent en cascade sur mes épaules, et j'ai l'impression de me débarrasser d'un masque que je portais depuis trop longtemps. « Tu es si belle », souffle-t-il contre mes lèvres. Le passage au tutoiement me trouble et m'excite à la fois. Dans cette intimité soudaine, les barrières s'effondrent une à une. Nous nous installons sur le canapé, nos corps naturellement attirés l'un vers l'autre. Il caresse mon visage avec une douceur qui me fait fondre, trace le contour de mes lèvres du bout du doigt. J'ai envie de pleurer, tellement cette tendresse me manquait. « Parle-moi de lui », dit-il soudain. La demande me surprend. De qui? Ton mari? La réalité me frappe comme une gifle. Thomas, mon alliance, ma vie conjugale, mes mensonges par omission. Pourquoi? Je demande troublée. Parce que je veux comprendre comment un homme peut laisser une femme comme toi se sentir invisible. Sa perspicacité me déstabilise. Comment peut-il lire en moi si clairement? Thomas est... Je cherche mes mots. Il est... correct, prévisible. Nous fonctionnons bien ensemble, comme une machine bien huilée. Mais... je ne me souviens plus de la dernière fois où il m'a regardée vraiment, où il a eu envie de me découvrir, de me surprendre. Ma voix se brise légèrement. Je crois qu'il m'aime, mais comme on aime un meuble familier. Utile, rassurant, mais invisible. Marc resserre son étreinte. Tu n'es pas un meuble, Élise. Tu es une femme extraordinaire qui mérite d'être désirée, admirée, chérie. Ces mots me bouleversent. Quand est-ce que j'ai entendu Thomas me dire quelque chose d'approchant? Nos je t'aime se sont devenus des formules de politesse échangées machinalement au moment de raccrocher le téléphone. Et toi? Demande-t-il, pour détourner la conversation de mes blessures conjugales. Tu n'as personne? Personne de permanent. Des relations sans lendemain, des liaisons qui s'éteignent avant de s'enflammer vraiment. Il marque une pause. Je voyage trop. Je m'investis mal. Ou peut-être que je n'avais pas encore trouvé la bonne personne. Quelque chose dans sa voix suggère que ce « pas encore » a peut-être changé ce soir. Marc, je sais. Tu es marié. Moi, je repars demain. Nous ne nous reverrons probablement jamais. Il caresse mes cheveux avec infinie tendresse. Mais cette nuit existe. Elle nous appartient. Mon téléphone vibre dans mon sac. Instinctivement, je tends la main vers lui, mais Marc m'arrête avec un geste doux. « Pas maintenant », murmure-t-il. « Cette nuit, tu n'es plus la femme de Thomas, tu es juste Élise. » Il a raison. Pour quelques heures, je veux oublier les obligations, les devoirs conjugaux, les masques sociaux. Je veux juste être moi, authentiquement, sans filtre ni compromis. Nous parlons pendant des heures, enlacés sur le canapé. Il me raconte son enfance en Provence, ses études à HEC, sa passion secrète pour la peinture. Moi, je lui avoue mes rêves d'écriture abandonnés, ma frustration de ne plus créer que des stratégies marketing pour des entreprises qui me laissent indifférente. « Pourquoi tu n'écris plus ?»
demande-t-il. Thomas trouve que c'est une perte de temps. Il dit que j'ai un talent pour le business, que je ne devrais pas le gaspiller dans des activités improductives. Et toi, qu'est-ce que tu penses ? La question me surprend. Depuis quand personne ne m'a demandé mon avis sur mes propres aspirations ? Je pense qu'une partie de moi s'éteint un peu plus chaque jour, j'avoue. Alors rallume-la. Sa simplicité me désarme, comme si c'était aussi facile que d'actionner un interrupteur. Tu ne comprends pas. J'ai des responsabilités, une entreprise, des employés qui dépendent de moi et qui dépendent de ton bonheur à toi. La question me coupe le souffle. Personne, absolument personne ne dépend de mon bonheur. Même Thomas semble parfaitement capable de vivre sa vie sans se préoccuper de mes états d'âme. Je ne trouve pas de réponse. Tu as le droit d'être heureuse, Élise. Tu as le droit de vouloir plus que la simple fonctionnalité. Il se penche vers moi, dépose un baiser léger sur mon front. Ce geste, plus tendre qu'érotique, me bouleverse plus qu'une caresse passionnée. « Reste avec moi cette nuit », murmure-t-il. Pas pour faire l'amour, juste pour être toi, complètement, authentiquement toi. J'acquiesce en silence, incapable de prononcer les mots. Nous nous installons sur le lit, habillés, juste enlacés dans l'obscurité. Sa respiration régulière contre mon épaule m'apaise dans une façon que je n'aurais jamais cru possible avec un homme que je connais depuis quelques heures. Mon téléphone vibre dans mon sac. Cette fois, je ne résiste pas à la tentation de regarder. 3 messages de Thomas. « Tu es bien arrivé ? Pas de réponse. Problème avec ton vol ? Bon, je suppose que tout va bien. À demain. » Même dans l'inquiétude, il reste distant, formel. Pas un « je te manque », pas un « j'espère que tu vas bien », pas un « appelle-moi dès que tu peux ». Marc remarque mon changement d'humeur. Lui ? Oui, je serre les dents. Il se fait du souci de façon pratique. Comment ça ? Il veut juste s'assurer que je ne lui cause pas de problème en ratant mes rendez-vous. L'amertume dans ma voix me surprend moi-même. Marc ne dit rien, mais resserre son étreinte. Dans ses bras, je me sens protégée d'un monde qui ne semble plus me voir qu'en termes de fonctionnalité. Élise ? Oui ? Ne lui réponds pas maintenant. Sa demande me trouble. C'est la première fois que je contemple l'idée de ne pas répondre immédiatement à Thomas, de le laisser s'inquiéter, peut-être même de le faire attendre. Il va se faire du souci ? Est-ce qu'il s'est fait du souci quand tu lui as dit que tu te sentais seule ? Sa question me transperce. Thomas ne s'est jamais fait de souci pour ma solitude. Il l'a minimisée, rationalisée, expliquée par la fatigue ou le stress professionnel. Je range mon téléphone sans répondre au message. Voilà, murmure Marc contre mes cheveux. Cette nuit, tu n'appartiens qu'à toi. Ces mots résonnent en moi longtemps après qu'il se soit endormi. Cette nuit, j'appartiens à moi-même. Quand ai-je ressenti cela pour la dernière fois ? Je reste éveillée dans ses bras, écoutant sa respiration régulière, sentant la chaleur de son corps contre le mien. Par la fenêtre, les avions continuent leur balai nocturne, emportant des passagers vers des destinations inconnues. Demain, nous repartirons chacun vers nos vies. Lui vers Milan, moi vers Londres, puis Paris. Lui vers sa solitude assumée, moi vers mon mariage confortable et vide. Mais cette nuit existe. Cette nuit où un homme m'a vue, vraiment vue. Cette nuit où j'ai osé être moi-même, sans masque ni compromis. À l'aube, quand les premiers rayons du soleil percent à travers les cures d'eau, Marc se réveille et me trouve éveillée à côté de lui. « Tu n'as pas dormi ?» Je ne voulais pas que cette nuit finisse. Il sourit tristement. Elle ne finit pas. Elle devient un souvenir précieux. Nous nous préparons en silence, comme 2 complices qui se préparent à retourner à leur vie clandestine. Dans le miroir de la salle de bain, je vois une femme différente de celle qui est entrée dans cette chambre hier soir. Ses yeux brillent, ses joues ont des couleurs que je n'avais pas vues depuis des années. « Marc » dis-je. Dimanche soir, 20h30. Je pousse la porte de notre maison de Neuilly et l'odeur familière de notre intérieur me saisit à la gorge. Cire d'abeille, parfum d'ambiance vanillé, propreté aseptisée. Tout est exactement comme je l'ai laissé jeudi matin, figé dans une perfection immobile qui me semble soudain étouffante. « Élise, c'est toi ?» La voix de Thomas résonne depuis le salon. « Oui, je suis là. » Je pose ma valise dans l'entrée, retire mes escarpins.
Mes pieds foulent le parquet ciré où nos pas ont creusé des sillons d'habitude au fil des années. 8 ans de mariage, 8 ans à parcourir le même chemin dans cette maison qui ressemble de plus en plus à un mausolée. Thomas apparaît dans l'encadrement de la porte, verre de whisky à la main, chemise blanche impeccable, même en fin de week-end. Il m'embrasse distraitement sur la joue, geste machinal qui ne réveille aucun écho en moi. Alors, ce voyage ? Bien, le contrat est signé. Parfait ? Tu as l'air fatigué. Fatigué. C'est sa seule observation après 3 jours d'absence. Pas « tu m'as manqué », pas « raconte-moi », pas « comment tu te sens », juste une constatation pratique sur mon état physique. Les retards de vol, tu sais ce que c'est. Je ne lui parle pas de Marc. Comment pourrais-je expliquer qu'un inconnu m'ait fait me sentir plus vivante en une nuit que lui en 8 ans de mariage ? J'ai commandé des sushis, ça te va ? Très bien. Nous dînons devant la télévision, regardons les informations sans vraiment les écouter. Thomas me raconte son week-end golf avec ses associés, la nouvelle Porsche de Philippe, les derniers potins du cabinet. Sa voix me parvient comme un bruit de fond, tandis que mes pensées dérivent vers une chambre d'hôtel du Charles de Gaulle. Mon téléphone vibre. Mon cœur s'accélère instinctivement. Est-ce que... Marc ? Mais c'est juste un mail professionnel. Une vague de déception me submerge. « Tu attends quelque chose d'important ?» demande Thomas en remarquant ma réaction. « Non, rien. Juste... le boulot. » Premier mensonge direct. Les mensonges par omission de Londres se transforment déjà en mensonges assumés. Cette nuit-là, dans notre lit conjugal, Thomas s'approche de moi avec cette prévisibilité qui caractérise tous ses gestes. Ses mains parcourent mon corps selon un itinéraire immuable. Ses caresses suivent un protocole établi depuis des années. Efficace, fonctionnel, dépourvu de toute surprise. Je ferme les yeux et pense à Marc, à ses mains qui caressaient mon visage comme s'il découvrait un trésor, à sa façon de prononcer mon prénom, à cette intensité dans son regard qui me faisait me sentir unique au monde. « Ça va ?» murmure-t-il, surpris par moments de réactivité habituelle. « Oui, juste fatigué. » Il termine rapidement, m'embrasse sur le front et se retourne pour dormir. En moins de 5 minutes, sa respiration devient régulière. J'en reste éveillé dans l'obscurité, fixant le plafond où dansent les ombres des voitures qui passent dans la rue. À côté de moi, Thomas dort paisiblement, satisfait de son devoir conjugal accompli. Il ne se doute pas que sa femme vienne faire l'amour en pensant à un autre homme. La culpabilité devrait me ronger. Au lieu de cela, je ressens une étrange forme de réveil, comme si Marc avait allumé une flamme en moi que Thomas n'arrivera plus jamais à éteindre. Les jours suivants s'écoulent dans une routine qui me semble désormais surréelle. Réunion client, présentation PowerPoint, déjeuner d'affaires. Je joue mon rôle de dirigeante accomplie avec un automatisme qui m'effraie. Mes collaborateurs ne remarquent rien, Thomas non plus. Seul moi sais que quelque chose d'essentiel a changé. Je pense à Marc en permanence. En brossant les dents, je me souviens de son sourire. En signant des contrats, je revois ses mains sur mon visage. En écoutant Thomas me parler de ses dossiers, j'entends la voix de Marc qui me demandait ce qui me rendait heureuse. Sa carte de visite ne me quitte plus. Je l'ai transférée de mon portefeuille vers la poche secrète de mon agenda, où elle repose comme un secret brûlant contre ma poitrine chaque fois que je serre mon planning contre moi. Mercredi matin, en arrivant au bureau, je trouve un bouquet de roses blanches sur mon bureau. Mon cœur s'emballe. Marc ? Comment aurait-il ? Je cherche fébrilement une carte, mes mains tremblent en fouillant les pétales. Enfin, je trouve le petit Bristol blanc pour te remercier du contrat londonien. Thomas. La déception me frappe comme une gifle. Bien sûr, c'est Thomas. Marc ne connaît même pas l'adresse de mon bureau. Et même s'il la connaissait, il n'enverrait pas de fleurs à une femme mariée sur son lieu de travail. « Elles sont magnifiques !» s'exclame Sylvia, mon assistante. « Monsieur Moreau a vraiment de l'attention. » Je souris mécaniquement. Oui, Thomas a de l'attention. Une attention protocolaire, prévisible, qui tombe à côté de tous mes vrais besoins. L'après-midi, je n'y tiens plus. Je sors la carte Marc, compose son numéro, raccroche avant la première sonnerie. Puis je recommence, et je raccroche encore. Au 3e essai, je laisse sonner. Marc Dubois. Sa voix me transperce, grave, chaude, familière malgré les quelques jours écoulés. Élise. Élise. Il prononce mon nom comme une caresse, exactement comme dans mon souvenir. Je ne m'attendais pas à ton appel. Moi non plus. Tu vas bien ? Non. Le mot sort avant que je puisse le retenir.
Non, je ne vais pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive plus à faire semblant que tout va bien, que ma vie me convient, que je suis heureuse. Où es-tu? À mon bureau. Tu peux parler librement? Oui. Je me lève, ferme la porte de mon bureau. Élise, cette nuit, qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous nous sommes rencontrés. Vraiment. Je ne peux pas arrêter de penser à toi. Le silence qui suit me terrorise. Regrette-t-il? Cette nuit n'était-elle qu'une aventure sans lendemain pour lui? Moi non plus, dit-il finalement. Élise, je dois te dire quelque chose. Mon cœur s'arrête. Quoi? Je rentre à Paris vendredi. Ma mission à Milan se termine plus tôt que prévu. Oh, j'aimerais te voir. Marc, je sais que c'est compliqué. Je sais que tu es marié, mais j'ai besoin de te voir. Mes mains tremblent. Je ne peux pas. Juste un café, en toute amitié, pour s'assurer que nous allons bien tous les deux. Ce ne sera pas en toute amitié et tu le sais bien. Tu as raison. Ce ne sera pas en toute amitié. Marc, réfléchis. Tu as mon numéro. Il raccroche. Je reste assise dans mon bureau, le téléphone à la main, le cœur battant à tout rompre. Il rentre à Paris. Il veut me voir. Le reste de la journée passe dans un brouillard. Je signe des documents sans les lire, prends des décisions par automatisme. Mon esprit est entièrement occupé par cette perspective terrifiante et enivrante. Revoir Marc. Le soir, en rentrant à la maison, je trouve Thomas en grande discussion téléphonique avec un client. Il me fait un signe de la main distraitement, continue sa conversation. Je monte me changer, prends une douche, redescends préparer le dîner. Routine, routine, routine. Excuse-moi pour tout à l'heure, dit-il en raccrochant fin. Problème avec le dossier Martinet. Pas grave. Tu es bien silencieuse ce soir. Tout va bien? Oui. Fatigue. Il hoche la tête, satisfait de cette explication simple. Thomas n'aime pas les complications émotionnelles. Tant que je fonctionne normalement, il ne pose pas de questions. Pendant le dîner, il me parle de son planning de la semaine, des dîners clients prévus, du week-end chez ses parents. Je l'écoute d'une oreille distraite, acquiesce au bon moment. Nous sommes comme deux colocataires polis qui partagent les frais de la maison. Au fait, tu as eu mes fleurs? Oui, merci, elles sont magnifiques. Ça me semblait normal pour te féliciter du contrat londonien. Normal. Le mot résume parfaitement notre relation. Tout est normal, prévisible, attendu. Nous fonctionnons selon des codes établis, sans surprise ni émoi. Cette nuit-là, Thomas s'endort facilement après le journal télévisé. Moi, je reste éveillée dans l'obscurité, fixant le plafond où dansent les ombres des voitures qui passent dans la rue. À côté de moi, Thomas dort passiblement satisfait de son devoir conjugal accompli. Il ne se doute pas que sa femme vient de faire l'amour en pensant à un autre homme. La culpabilité devrait me ronger. Au lieu de cela, je ressens une étrange forme de réveil. Comme si Marc avait allumé une flamme en moi que Thomas n'arrivera jamais à éteindre. Jeudi matin, je me réveille avec une migraine atroce. Thomas est déjà parti au bureau sans me réveiller. Habitude oblige. Je traîne dans la maison vide, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Je décide de prendre ma journée, chose que je n'ai pas fait depuis des mois. J'appelle Sylvia pour annuler mes rendez-vous. Prétexte une grippe. Nouveau mensonge. Il s'accumule. Je sors me promener dans Paris, sans but précis. Mes pas me mènent vers les quais de Seine, puis vers l'île Saint-Louis. C'est là, sur un banc face à Notre-Dame, que je rappelle Marc. « Élise, je peux te voir, » dis-je sans préambule. « Quand ? » ?»« Demain soir. Thomas travaille tard le vendredi. »« Où ? » ?»« Je ne sais pas. Quelque part où nous risquons pas d'être vus. »« J'ai une idée. Tu connais le bar du Shangri-La, avenue Iéna, 16e étage, vue sur la tour Eiffel. C'est un peu voyant, non ? Justement, personne ne s'attend à y croiser quelqu'un qui veut rester discret. Et puis c'est un endroit où on peut parler tranquille. D'accord. À quelle heure ? 19h ? D'accord. Élise ? Oui ? Merci. Je raccroche le cœur battant à tout rompre. J'ai un rendez-vous avec Marc demain soir. Je vais franchir une nouvelle ligne rouge. Le reste de la journée passe dans une alternance d'excitation et d'angoisse.
Je rentre chez moi, fais semblant d'être malade quand Thomas appelle pour prendre mes nouvelles. « Tu veux que je rentre plus tôt ?» propose-t-il mollement. « Non, ça va, juste besoin de repos. »« Bon, alors à ce soir, prends soin de toi. » Même dans la sollicitude, Thomas reste distant. Il s'inquiète de ma santé comme il s'inquiéterait du bon fonctionnement de sa voiture. Le vendredi arrive d'une lenteur 3 semaines passent dans une tension insoutenable. 3 semaines où je jongle entre ma vie conjugale de façade et cette obsession grandissante pour Marc qui consume mes jours et mes nuits. Nous nous textons quotidiennement. Des messages anodins d'apparence « Comment s'est passée ta journée ? Tu vas bien ?» mais chargés d'une intimité qui me bouleverse. J'ai créé un contact sous le nom Monsieur Durand, consultant dans mon téléphone, au cas où Thomas tomberait dessus. Nouveau mensonge, nouvelle précaution. Nous nous sommes revus 2 fois, un déjeuner prétendument professionnel dans un restaurant de Neuilly où personne ne nous connaît. Un café au Marais, un soir où Thomas travaillait tard. À chaque rencontre, l'attraction grandit, devient de plus en plus difficile à contenir. Mais ce matin-là, quelque chose change. Je suis dans la salle de bain, sous la douche, quand j'entends la voix de Thomas résonner depuis la chambre. « Élise, ton téléphone sonne !» Mon sang se glace. Il est 7 heures du matin. Qui peut appeler si tôt ? Et surtout, et si c'était Marc ? « Qui c'est ?» Je crie par-dessus le bruit de l'eau. « Un certain Monsieur Durand, il dit que c'est urgent. » Mon cœur s'arrête. Marc appelle à la maison. Sur mon portable, certes, mais Thomas a décroché. Pourquoi Marc prendrait-il un tel risque ? Je coupe l'eau, m'enroule dans une serviette, sors précipitamment de la salle de bain. Thomas me tend mon téléphone avec une expression neutre. « Allô ?» dis-je d'une voix que j'espère naturelle. « Élise, c'est Marc. Excuse-moi d'appeler si tôt, mais j'ai une urgence. » Sa voix semble différente, tendue. « Quelle urgence ?» je demande, consciente du regard de Thomas posé sur moi. « Je dois partir pour New York ce soir. Mission d'urgence, durée indéterminée. Il faut que je te voie avant. » Mon monde s'écroule. Il part. « Pour combien de temps ?»« Aujourd'hui, c'est compliqué, dis-je prudemment. S'il te plaît, 1 heure, c'est important. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, je t'envoie l'adresse par SMS. » Il raccroche. Thomas hausse un sourcil interrogateur. « Problème avec un client ? » « Oui, un consultant sur le dossier Moreau. Il y a eu un souci technique cette nuit, il faut que j'aille voir ça. » Les mensonges sortent de ma bouche avec une fluidité qui m'effraie. Depuis quand suis-je devenue si douée pour mentir ? Un samedi matin ? Thomas semble surpris. « Tu sais comme c'est, les urgences informatiques, ça n'attend pas. » Il hoche la tête, retourne à sa routine matinale. Pour lui, tout rentre dans l'ordre logique de nos vies bien organisées. 1 heure plus tard, je suis dans un café de Montparnasse, les mains tremblantes autour de ma tasse. Marc arrive avec 10 minutes de retard, l'air plus sombre que d'habitude. « Merci d'être venu. »« Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air bouleversé ?» Il s'assoit en face de moi, passe une main dans ses cheveux. « C'est le mot. Raconte-moi. » Ce matin, j'ai reçu un appel de New York, une multinationale en pleine crise. Ils ont besoin d'un plan de restructuration d'urgence. 6 mois minimum, peut-être plus. 6 mois. Mon cœur se serre. Et tu as accepté ? Je n'ai pas vraiment le choix. C'est le genre de contrat qui fait une carrière. Alors c'est bien pour toi. Il me regarde intensément. Élise, ces dernières semaines avec toi, elles ont changé ma vie. Marc ? Non, laisse-moi finir. Il prend ma main malgré le lieu public. Je ne peux pas partir en laissant les choses comme elles sont entre nous. Cette situation bancale, ces rencontres volées, ces non-dits permanents. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que je suis tombée amoureux de toi. Les mots tombent entre nous comme des pierres dans un lac calme. L'onde de choc se propage, transforme irrémédiablement le paysage de nos vies. Marc, tu ne peux pas dire ça ? Pourquoi ? Parce que tu es marié ? Parce que c'est compliqué ? Parce que ça fait peur ? Ou parce que tu ressens la même chose ? Sa voix se fait plus intense. Je retire ma main de sa laine, regarde autour de moi. Nous sommes dans un café ordinaire de Montparnasse entouré de gens qui vivent leur samedi matin normal, et cet homme vient de faire exploser ma vie en quelques mots. Je ne peux pas répondre à ça. Si, tu peux. Tu dois. Non, je me lève brusquement. Tu n'as pas le droit de me mettre dans cette situation. Il se lève aussi, pose de l'argent sur la table. Alors sors avec moi maintenant. Donne-nous une chance de vivre ça jusqu'au bout. Je ne peux pas. Parce que tu ne veux pas ou parce que tu as trop peur ? Sa question me transperce.
Parce que j'ai peur, évidemment. Peur de tout détruire, peur de me perdre, peur de découvrir qui je suis vraiment. Viens, dit-il en me prenant le bras souplement. Une dernière fois avant que je parte. Donne-nous ça. Dehors, sa voiture nous attend. Comme l'autre fois, je monte sans réfléchir. Mais cette fois, c'est différent. Il y a une urgence, une finitude qui rend tout plus intense. Il roule vers l'ouest, sort de Paris. Nous ne parlons pas. La radio diffuse de la musique classique et cette mélodie accompagne ma descente vers l'irréparable. Où va-t-on ? Demande finalement. Tu verras. Nous arrivons à Giverny, le village de Monet, ses jardins, sa maison rose. En ce samedi d'automne, l'endroit est presque désert. Pourquoi ici ? Parce que c'est beau, parce que ça nous ressemble. Comment ça ? Un chef-d'œuvre né de la passion, quelque chose que beaucoup admirent mais peu d'amoureux osent vraiment vivre. Nous nous promenons dans les jardins, entre les nymphéas et les saules pleurants. L'automne a fané les couleurs, mais la beauté demeure mélancolique et poignante. Marc ? Oui. Si je n'étais pas mariée, si nous nous étions rencontrés dans d'autres circonstances, nous nous serions aimés sans nous poser de questions. Tu crois ? J'en suis sûre. Il s'arrête, me fait face. Élise, je vais te demander quelque chose et je veux que tu me donnes une réponse honnête. Mon cœur s'emballe. D'accord. Es-tu heureuse avec Thomas ? La question que je redoute depuis des semaines, celle que je n'ose même pas me poser à moi-même. Une réponse honnête. Non. Le mot sort dans un souffle. Non, je ne suis pas heureuse. Depuis quand ? Depuis longtemps. Peut-être depuis toujours. Alors pourquoi tu restes ? Parce que c'est ma vie, parce que j'ai des responsabilités, parce que Thomas n'a rien fait de mal. Et toi, tu n'as pas le droit d'être heureuse ? Ce n'est pas si simple. Si, c'est exactement si simple. Tu choisis la sécurité ou tu choisis la vie. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Ces mots résonnent en moi comme un écho douloureux. Convenable. C'est exactement ce que j'ai été toute ma vie. La fille convenable qui épouse l'homme qu'il faut, qui fait la carrière qu'il faut, qui vit la vie qu'il faut. Marc, ton avion ? Il ne part qu'à 22h. Il regarde sa montre. 15h. Nous avons encore du temps. Du temps pour faire quoi ? Viens, dit-il en m'entraînant vers la sortie. Où ? Quelque part où nous pourrons être nous-mêmes, complètement. Nous repartons en voiture. Cette fois, il prend la direction de Deauville. Le trajet dure 2 heures. 2 heures pendant lesquelles nous parlons de tout et de rien, comme si nous voulions rattraper des années de conversation manquées. Il me raconte son enfance en Provence, son père absent, sa mère qu'il élevait seule. Moi, je lui parle de mes parents bourgeois, de leurs attentes, de cette pression permanente à réussir socialement. « Tu sais ce qui me plaît chez toi ?» dit-il alors que nous arrivons en vue de la mer. « Non. Tu es authentique même quand tu essaies de ne pas l'être. Ça transparaît dans tes yeux, dans tes gestes, dans ta façon de rire quand tu oublies tes défenses. » Nous se garons face à la mer. L'automne a vidé Deauville de ses touristes estivaux, ne laissant que les planches balayées par le vent et cette lumière grise, si particulière de la côte normande. Marc ? Oui. J'ai peur. De quoi ? De toi, de moi. De ce qui pourrait arriver si... Si quoi ? Si je me laisse aller complètement. Il se penche vers moi, caresse ma joue avec une tendresse infinie. Tu n'as pas oublié d'avoir peur avec moi. Mais après, quand tu seras parti, qui dit que ce sera forcément après ? Son regard plonge dans mon yeux et j'y lis une promesse qui me terrifie et m'enivre à la fois. Nous sortons de la voiture, marchons sur la plage presque déserte. L'automne a vidé Deauville de ses touristes estivaux, ne laissant que les planches balayées par le vent et cette lumière grise, si particulière de la côte normande. Mon téléphone sonne. Thomas. Encore une fois, la réalité me rattrape. « Allô ? Chérie, tu en es où avec ton urgence informatique ? » Merde. L'urgence informatique qui devait durer 1 heure et qui en dure maintenant 5. C'est plus compliqué que prévu. Il y a une panne en cascade. Nous devons reconstituer tout le système. Un samedi ? Les serveurs ne connaissent pas les jours de la semaine. Nouveau mensonge, de plus en plus élaboré. Bon, tu rentres quand ? Je regarde Marc qui m'observe intensément. Je ne sais pas encore, en fin d'après-midi, je pense. D'accord. Mes parents nous attendent toujours à dîner demain ? Les parents de Thomas. Le déjeuner dominical hebdomadaire, rituel immuable de notre vie conjugale. Bien sûr. À tout à l'heure alors. Je raccroche. Marc n'a pas perdu un mot de la conversation.
Le mari parfait qui s'inquiète? Ne dis pas ça. Pourquoi? C'est la vérité. Il t'appelle pour vérifier que tu joues bien ton rôle d'épouse modèle. Sa lucidité me blesse parce qu'elle est juste. Marc, il faut que je rentre. Non. Comment ça non? Pas encore. Pas avant que tu aies répondu à ma question. Quelle question? New York. Partir avec moi. Tout quitter pour vivre enfin. Mon cœur bat si fort que j'ai peur qu'il explose. Partir avec Privy. Cette possibilité que je n'osais même pas imaginer, il me l'offre sur un plateau. Je ne peux pas. Parce que tu ne veux pas ou parce que tu as trop peur? Les deux. Il rit amèrement. Au moins tu es honnête. Marc, essaie de comprendre. J'ai une vie construite, des responsabilités. Une prison dorée, tu veux dire? Ce n'est pas si simple. Si, c'est exactement si simple. Tu choisis la sécurité ou tu choisis la vie. Et si ça ne marche pas entre nous? Et si c'est juste une attraction physique qui retombe après quelques mois? Et si c'est l'amour de ta vie et que tu le laisses partir? Sa question me transperce. Et s'il avait raison? Et si Marc est effectivement l'homme avec qui je pourrais être heureuse? Mon téléphone vibre. Un message de Marc, depuis l'aéroport. Merci pour ces moments. Tu es extraordinaire. Dimanche matin. Le réveil sonne à 9h comme chaque week-end depuis 8 ans. Thomas se lève, prend sa douche, descend lire le Figaro en buvant son café. Routine immuable de nos dimanches bourgeois. Moi, je reste au lit, les yeux gonflés d'avoir pleuré une partie de la nuit. Marc doit être à New York maintenant. 6 heures de décalage horaire. Il est probablement en train de prendre son petit déjeuner dans un hôtel de Manhattan, se préparant à sa nouvelle mission. « Élise, tu descends ?» La voix de Thomas résonne depuis la cuisine. « J'arrive. » Je me lève, enfile un peignoir, descends machinalement. Thomas a préparé le plateau du petit déjeuner. Croissants, confiture, jus d'orange. Même nos week-ends suivent un protocole établi. « Tu as une mine épouvantable », constate-t-il en levant les yeux de son journal. « Mal dormi. » « Cette histoire d'informatique t'a vraiment stressé ? » ?»« Oui. » Il retourne à sa lecture. Page économique, puis sport, puis international. Thomas lit son journal comme il vit sa vie, méthodiquement, sans surprise. « Au fait, » dit-il sans lever les yeux, « j'ai eu Philippe au téléphone hier soir. Il nous invite à passer quelques jours dans sa maison des Hamptons en décembre. » Les Hamptons. Philippe, l'associé de Thomas et sa femme Claire. Nos amis par défaut. Ceux qu'on fréquente parce qu'ils évoluent dans le même milieu que nous. C'est gentil. Tu n'as pas l'air emballé? Comment lui expliquer que l'idée de passer mes vacances avec ses amis me déprime? Que j'aimerais partir quelque part où personne ne me connaît, où je pourrais être moi-même? Si, bien sûr, les Hamptons, c'est parfait. Il sourit, satisfait. Dans l'univers de Thomas, tout ce qui est socialement valorisant est forcément parfait. Mon téléphone vibre. Mon cœur bondit. Marc? Mais c'est juste un mail professionnel. Une présentation à préparer pour mardi. D'ailleurs, reprend Thomas, sans lever les yeux, j'ai eu Philippe au téléphone hier soir. Il m'a dit qu'il cherchait un consultant pour restructurer une filiale américaine. Je lui ai dit que tu pourrais peut-être lui recommander quelqu'un. Mon sang se glace. Quel genre de consultant? Spécialisé dans les restructurations internationales. Il a besoin de quelqu'un qui connaisse bien le marché américain. Marc. Philippe cherche exactement le profil de Marc. Je vais voir ce que je peux faire. Parfait. C'est toujours bien d'avoir des contacts dans ce milieu. Si seulement il savait à quel point je connais bien Marc. Nous nous préparons pour aller déjeuner chez ses parents à Versailles. Rituel dominical incontournable. Madame Moreau mère qui critique subtilement ma tenue, Monsieur Moreau père qui monopolise la conversation sur ses dossiers d'avocat. Thomas qui redevient le fils parfait qu'il n'a jamais cessé d'être. En m'habillant, je croise mon reflet dans le miroir de la chambre. Cette femme en tailleur Chanel, brushing impeccable, maquillage discret mais soigné. C'est bien moi?
Où est passée la femme aux cheveux défaits qui riait aux éclats avec Marc sur la plage de Deauville? Tu es prête? Thomas m'attend dans l'entrée, clé de voiture à la main. Oui. Nous prenons la route de Versailles. Dans la voiture, Thomas écoute les informations. Crise économique, élections américaines, cours de la bourse. Le monde continue de tourner, indifférent au drame personnel. Au fait, dit-il soudain, tu ne m'as jamais dit comment s'était passé ton séjour à Londres finalement? La question me prend de dépourvu. Pourquoi en parle-t-il maintenant, 3 semaines après? Bien. Le contrat s'est signé sans problème, tu le sais. Oui, mais personnellement. L'hôtel, le vol. Tu n'aimes jamais voyager seul d'habitude. Une alarme se déclenche dans ma tête. Pourquoi ces questions maintenant? Tout s'est bien passé. Tant mieux. Il me jette un coup d'œil. Tu sais, Élise, si tu avais des problèmes, tu me le dirais, n'est-ce pas? Mon cœur s'emballe. Sait-il quelque chose? A-t-il des doutes? Bien sûr. Pourquoi cette question? Pour rien. Juste, tu me sembles différente ces temps-ci. Différente comment? Distante. Ailleurs. Comme si tu pensais à autre chose en permanence. Il n'a pas tort. Depuis ma rencontre avec Marc, je vis dans un état second, partagé entre ma vie réelle et mes rêveries. C'est juste le stress du travail. Peut-être que tu devrais prendre des vacances, vraies vacances, sans ordinateur portable ni téléphone professionnel. L'érosie de la situation me frappe. Thomas me conseille de prendre des vacances au moment précis où l'homme qui pourrait me les offrir s'envole vers une autre vie. On verra. Nous arrivons chez les Moreau. Maison bourgeoise aux volets verts, jardin parfaitement entretenu. Gravier qui criche sous les pneus. Décor immuable de mes dimanches depuis 8 ans. Belle-mère gieusement nous accueille avec son sourire pincé habituel. Elle m'embrasse du bout des lèvres, juge ma tenue d'un coup d'œil expert. « Élise, tu as bonne mine. Ce rouge à lèvres te va très bien. » Compliment empoisonné. Dans la bouche d'Agnès, « tu as bonne mine » signifie généralement « tu étais encore plus fatiguée la dernière fois ». Merci, Agnès. Entrez donc. Henry vous attend au salon. Monsieur Moreau père trône dans son fauteuil Voltaire, journal économique à la main, lunettes sur le bout du nez. Il se lève pour nous embrasser, s'enquère de nos affaires respectives avec cette fausse cordialité des gens qui s'intéressent surtout à eux-mêmes. Le déjeuner se déroule selon le protocole habituel. Agnès sert son gigot au flagello, Henry monopolise la conversation sur ses dossiers d'avocat. Thomas opine du chef au bon moment, me lance des regards complices quand ses parents deviennent trop envahissants. Et vous, Élise, comment vont vos affaires?